Dire. Ouais. C'est bon, j'enregistre. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à participer au DU. Laryngée, les sténoses et puis aussi particule qui apparaît sur la face ventrale de l'intestin primitif. Ensuite, il va croître pour donner une ébauche de trachée et une ébauche de bourgeon pulmonaire. Et puis œsophagien qui va se former de la partie caudale à la partie céphalique, donc de bas en haut. Ça peut expliquer les pathologies justement de fermeture ici entre la partie postérieure de la trachée on a la communication qui va pratiquement jusqu'à la carène, juste jusque finalement à la collement. Et donc, on a dans les contextes 5e semaine de développement, c'est le stade 14, 3 masses de tissu qui apparaissent laryngée définitive. Des structures ostéocartilagineuses de larynx qui vont dévier directement à du tout petit. Vers 12
croissance, une ouverture progressive de l'angle glotto-épiglottique qui est très fermé chez le nouveau-né et qui ensuite va s'ouvrir avec la croissance. Pharynx qui est plus étroit, mais également beaucoup plus souple que le larynx de l'adulte. Pour ça qu'il faut être attentif au moment de l'intubation chez ces enfants. Donc, de l'enfant et en fonction du poids de l'enfant. Également sur ces abats, on retrouve également, ça nous permet de bien de choisir la sonde de trachéotomie qui est adaptée pour tout que dans cette glossoptose et donc c'est des enfants qui sont difficiles à intuber. Donc ça peut rendre difficile d'intuber des atrésies de la vallée. Il va faire laryngospasme, mais il faut quand même maintenir une ventilation spontanée, donc c'est toujours un challenge. Également, l'anesthésie locale au moment de la l'IRM fétale. Donc, on peut donc natale ou même des morts dès la naissance.
pathologies tumorales, comme par exemple les malformations lymphatiques, les lymphangies. Notamment les doubles arcs aortiques qui vont venir enserrer pour suivre la grossesse, qui est une malformation qui va entraîner un risque de détresse respiratoire, mais pour lequel on va avoir une prise en charge possible, comme par exemple, des grosses malformations lymphatiques qui sont très envahissantes et qui peuvent après poser la question de la prise en charge et donc de l'intervention médicale de grossesse. On peut se poser la question parfois de réaliser des exit procédures. Donc là, vous voyez la vidéo. Donc c'est une césarienne avec donc les gynécologues qui sont en train de faire naître l'enfant. Un petit, on savait en anténatal qu'il avait une grosse malformation lymphatique qui était faciale et cervicale. On n'était pas sûr de sa ventilation à la naissance. Et donc, on programme la naissance. Et donc, voilà, les ORL, on attend que le petit naisse et on ne coupe pas le cordon ombilical, ce qui nous laisse 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir aller reperméabiliser les voies aérodigestives. Et donc, dès la naissance, on va donc dans un premier temps évaluer l'obstacle et puis ensuite soit intuber si c'est possible, soit trachéotomiser quand il le faut. Et donc, ces exit procédures, hein, c'est extrapartum, intra-utéro-traitement. Donc, parfois, ça peut se faire directement. On laisse l'enfant dans le ventre de la mère. Ou alors, sinon, là, comme on le fait nous, on le laisse vraiment très bas pour qu'il soit au même niveau que l'utérus pour ne pas chasser tout le sang au niveau du placenta. Et donc, à ce moment-là, c'est des grossesses qui sont suivies dans des maternités de niveau 3. Et donc, on programme la naissance pour pouvoir gérer la ventilation de l'enfant dès les premières secondes. On a également des pathologies congénitales malformatives dont on va faire le diagnostic en post-natal. Alors, par exemple, soit des compressions extrinsèques qu'on voit ici, soit des palmures, par exemple, qu'on ne peut pas voir en échographie anténatale. Et donc, ça peut être des pathologies qui peuvent être associées à d'autres anomalies dans des contextes syndromiques, comme la trisomie 21, le 22q11, le BOR, et parfois même dans des contextes génétiques. Donc pour ça, les généticiens nous aident à la prise en charge. Donc, on va maintenant parler des paralysies laryngées de l'enfant, donc qui sont, comme les paralysies laryngées adultes finalement, qui peuvent toucher tous les âges. Les diagnostics différentiels qu'on retrouve, donc c'est essentiellement la dyskinésie laryngée, l'ankylose crico-aryténoïdienne ou la bride inter-aryténoïdienne qu'on peut avoir ici, qui donne en nasofibroscopie, qui est quand même pas évidente chez l'enfant parce que on a plus de mal à demander à un enfant de vocaliser à la demande. Et donc parfois on peut vraiment faire penser à une paralysie en fermeture, du moins un défaut d'ouverture des cordes vocales, et en fait qui serait bridée par une bride inter-aryténoïdienne, une synéchie postérieure. La clinique, ça va être comme chez l'adulte. Si on est sur une paralysie des cordes en fermeture, on va plutôt avoir des signes respiratoires avec un stridor, donc un bruit inspiratoire aigu, ou une dyspnée. Avec les paralysies en ouverture qui vont plutôt donner des dysphonies et des fausses routes. Au niveau de la clinique, si on a une paralysie laryngée bilatérale en fermeture, on peut avoir donc le stridor et le tirage dans les cas plus graves, qui sont aggravés par les pleurs et la tétée, puisque c'est les épreuves d'effort chez les nouveau-nés. On a rarement des fausses routes dans ce contexte. Et puis, on peut facilement avoir des accès de cyanose et puis un retentissement cardiaque avec des bradycardies chez les nourrissons. Quand c'est une paralysie unilatérale en fermeture, on va avoir initialement chez le tout petit des signes respiratoires, puisque souvent on a une hypotonie laryngée à ce moment-là, et au moment de l'inspiration, on va avoir un collapsus de l'hémilarynx qui va vraiment s'invaginer à l'inspiration et aggraver la symptomatologie respiratoire.
respiratoire. Chez le plus grand, ça va plutôt être marqué par une dysphonie. Donc voilà, le diagnostic, pas évident chez le tout petit, mais bien sûr, il repose sur la nasofibroscopie. Hein. On voit qu'ici, on a une corde vocale qui est hypomobile, alors que de l'autre côté, on a une bonne mobilité. Et même si on regarde bien, on a un petit trouble trophique là. On a l'impression d'avoir un pli vocal qui est plus petit que l'autre. Voilà, donc là, on voit c'est au pleur, hein, c'est pas la vocalisation, c'est que comme ça qu'on voit la symétrie de la mobilité des cordes vocales. Donc, bien sûr, il faut faire un examen crânio-facial complet pour voir si ça ne s'associe pas à d'autres déficits des paires crâniennes. Et puis, on peut en faire le diagnostic aussi chez les enfants. Pas en échographie. Alors, c'est pas évident chez les tout petits parce qu'en fait, ils n'ont pas de cou. Mais chez les plus grands enfants, on peut éventuellement, du moins, évoquer la paralysie laryngée grâce à l'échographie cervicale. On complète toujours la visualisation nasofibroscopique d'une paralysie par une laryngoscopie sous anesthésie générale. Je vous l'avais dit, pour ne pas passer à côté des diagnostics différentiels, rechercher les anomalies associées et puis palper les arythénoïdes, voir si ce n'est pas juste une ankylose crico-arythénoïdienne. Bien sûr, sous anesthésie générale, on a plus de mal à évaluer la mobilité des cordes vocales, mais des fois, juste au moment de l'induction anesthésique, ça nous permet quand même de voir chez des petits pour lesquels c'est vraiment compliqué à la consultation. Et donc là, on voit bien franchement hein, que cette corde vocale ne bouge pas, alors qu'ici, ça bouge bien. Et donc, on fait voilà, un examen complet laryngotrachéal pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres anomalies associées, qu'on ne soit pas dans un contexte syndromique notamment. Donc, les étiologies des paralysies laryngées, on va avoir des étiologies neurologiques dans 20% des cas, un contexte traumatique dans 35% des cas, qui peut être obstétrical ou chirurgical, associé à des pathologies cardiologiques ou alors idiopathiques dans 40% des cas. Souvent, on se dit que le idiopathique, c'est peut-être en fait génétique et on n'a pas moyen d'en faire le diagnostic. Et dans ces cas-là, on a une paralysie, on a une récupération spontanée évaluée à 60% dans les 2 ans. Alors, 70% quand c'est unilatéral et 50% quand c'est bilatéral. Donc, pour ces étiologies neurologiques, on peut avoir des contextes néonataux, notamment les anoxies cérébrales à la naissance, les tumeurs cérébrales ou les myasthénies, et puis après des atteintes secondaires à des Arnold-Chiari, des myéloméningocèles, des hydrocéphalies, des charcot-marie-Tooth, etc., etc. Des étiologies traumatiques, donc qui peuvent être obstétricales au moment de la naissance par des extractions instrumentales au forceps ou aux ventouses, les tractions cervicales au moment de la filière, du passage de la filière génitale ou alors la dystocie des épaules. Ça c'est souvent régressif et on peut aussi avoir des traumatismes chirurgicaux lorsqu'on a des chirurgies cervico-thoraciques, notamment le canal artériel chez les enfants ou quand on a des tumeurs de la fosse postérieure qui sont opérées et ça, souvent, c'est des paralysies qui sont définitives. On peut aussi avoir des causes cardiologiques à la paralysie, notamment lorsqu'on a une lésion sur le nerf récurrent gauche, qui peut survenir dans des contextes de pathologie aortique ou des pathologies de l'oreillette gauche. Voilà, toute pathologie cardiaque associée, notamment dès qu'on a une insuffisance mitrale, on va avoir une dilatation de l'oreillette gauche et donc potentiellement des pathologies récurrentielles. Donc, quand on découvre cette paralysie laryngée chez l'enfant, on en fait donc le bilan. Donc, si on a une paralysie qui est gauche, tout de suite, on va aller chercher l'origine cardiaque et donc on fait une échographie cardiaque pour voir s'il n'y a pas un souci à ce niveau-là. Si on n'a rien, on pousse plus loin et là, on fait l'IRM cérébral et la charnière cervico-occipitale pour ne pas passer à côté d'un Arnold-Chiari notamment, et puis aussi l'imagerie thoracique pour voir s'il n'y a pas des lésions intrathoraciques qui peuvent en être à l'origine. Quand on a des paralysies bilatérales, alors là, on part plus a priori sur des étiologies neurologiques avec une IRM. Et puis, on peut aussi également demander parfois des pH-métries parce que chez l'enfant où la nasofibroscopie n'est pas évidente, parfois, on peut passer à côté d'une dyskinésie laryngée qui est intimement liée au reflux gastro-œsophagien et qu'on peut parfois prendre pour une paralysie laryngée. Donc, si tout le bilan est normal, on peut demander une pH-métrie.
Et puis après, se pose la question de l'électromyographie des cordes vocales pour voir éventuellement le pronostic évolutif. Mais c'est vrai que chez l'enfant, aller planter des électrodes dans les cordes vocales, c'est quand même pas évident. Donc, le traitement de ces paralysies il va dépendre bien sûr du retentissement. Est-ce qu'il y a une grosse dyspnée? Est-ce qu'il y a beaucoup de fausses routes? Quelle va être l'étiologie de la paralysie? Est-ce qu'il y a d'autres troubles neuro-associés? Est-ce qu'on compte sur une récupération spontanée? Est-ce qu'on peut attendre? Et surtout, il faut aussi prendre en évidence, prendre en compte la mortalité des trachéotomies chez le jeune enfant, parce qu'on a quand même 3% de mortalité sur des trachéotomies du tout petit, hein, par accident de décannulation. Donc, c'est aussi à réfléchir. Pour les paralysies en ouverture, on propose dans un premier temps simplement d'épaissir les biberons pour essayer de lutter contre les fausses routes, de l'orthophonie pour guider les parents, pour aider au positionnement, pour faire tout le bilan de la déglutition. On peut parfois discuter la médialisation des cordes vocales, la trachéotomie, hein, toujours, mais voilà, à voir en fonction de l'âge de l'enfant. Et puis après, éventuellement, les réinnervations secondaires. Lorsque la paralysie est bilatérale et en fermeture, alors initialement, en fonction du degré de dyspnée, on peut proposer une ventilation non invasive pour essayer quand même de laisser un peu le temps à ces enfants, voir si cette paralysie est simplement liée à une immaturité et voir si ça passe. On peut aussi proposer des trichotomies à la fois, donc en faisant une section à la fois antérieure et postérieure, qu'on fait donc par voie endoscopique et ensuite on laisse calibrer la chirurgie sur sonde d'intubation pendant plusieurs jours en réanimation pour espérer redonner un petit peu de volume au plan glottique et donc finalement, sans directement traiter la paralysie, on va redonner de l'espace au plan glottique et donc permettre une meilleure ventilation. On peut également faire comme chez l'adulte la cordotomie laser pour redonner un couloir ventilatoire. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de troubles de déglutition associés pour ne pas exposer au risque de pneumopathie d'inhalation. Et puis toujours la trachéotomie, hein, qui permet de shunter le larynx fermé. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et puis secondairement, après, à distance, on peut donc toujours discuter de la cricotomie antéro-postérieure endoscopique. Également, on peut faire des laryngoplasties avec interposition de cartilage qui peuvent se faire en antérieur ou en postérieur. Et puis éventuellement, voilà, les rénervations. D'autres petites chirurgies qui peuvent également se faire, comme l'arythénoïdectomie, qu'on fait par voie endoscopique. Et donc, on enlève tout le volume de l'arythénoïde, ce qui peut redonner quand même un petit couloir ventilatoire. On peut discuter les pexies d'abduction pour venir tracter la corde vocale vers l'extérieur. Et puis aussi des injections de toxines botuliniques dans le muscle crico-arythénoïdien postérieur pour essayer de relaxer un peu le larynx en arrière. Voilà pour ces paralysies laryngées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, on poursuit avec les sténoses glotto-sous-glottiques de l'enfant, qui sont, dans 2/3 des cas, des sténoses qui sont acquises. La première étiologie, c'est finalement la sténose post-intubation, du fait de la muqueuse qui est restée comprimée entre le cartilage cricoïde, souvent la partie la plus étroite, et la sonde d'intubation. Ces sténoses arrivent plus fréquemment lorsqu'on a un nombre répété d'intubations trachéales, lorsque l'intubation est prolongée en réanimation plusieurs jours, et lorsqu'on y associe une ventilation artificielle qui va venir imprimer des micro-mouvements sur la sonde d'intubation régulièrement et qui donc va venir traumatiser un peu plus la sous-glotte. Donc souvent le terrain, c'est des patients qui sont souvent en réanimation et parfois aussi qui peuvent avoir des déficits immunitaires associés. Et on se rend compte en fait de ce que ça représente 1 mm d'œdème
chez un nouveau-né qui va avoir une sous-glotte qui fait 4 millimètres à la naissance, et bien finalement, si on a 1 millimètre d'œdème sur ces 4 millimètres, ça représente 75% d'obstruction. Donc, c'est déjà une sténose grade 2 à 3. Alors que finalement, lorsque la sous-glotte fait 8 millimètres à 6 ans, ben, ça n'est que 44% d'obstruction, donc des sténoses de grade 1. Donc, voilà, c'est d'autant plus grave que l'enfant est jeune. Et donc, on va avoir des dyspnées, un tirage au moment de la levée de la sonde, parfois avec un petit intervalle libre au moment de l'extubation. Et puis, bien sûr, les critères de gravité, c'est donc le tirage qui apparaît déjà au repos. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir voir éventuellement. Donc, ici, on voit vraiment l'empreinte de la sonde d'intubation. Et puis, donc ici, voilà, on a vraiment une sténose circonférentielle qu'on voit un peu inflammatoire juste après avoir enlevé la sonde d'intubation. On peut avoir aussi des sténoses congénitales, donc c'est moins d'un tiers des cas. Donc ici, vous voyez une palmure qui donne une sténose glotto-sous-glottique. On peut avoir également aussi des atrésies laryngées, donc vraiment au-delà de la palmure, avec des larynx qui semblent tout petits, pratiquement inexistants. Ça peut être aussi juste au niveau de la sous-glotte et également associé, comme vous avez sur cette vidéo-là. À chaque fois qu'on découvre ça chez un enfant, on fait systématiquement un bilan génétique parce que ça peut être associé à d'autres anomalies, notamment de la ligne médiane, et puis notamment le 22q11, qui peut être révélé par la découverte de cette palmure laryngée. Et puis, on a des sténoses qui sont mixtes. Alors, parfois, c'est un enfant qui a d'emblée, par exemple, une palmure, qui a des difficultés respiratoires, chez qui on est obligé de réaliser une intubation. Et puis, finalement, eh bien, forcément, à l'extubation, il va être encore moins bien parce que potentiellement, il va avoir la sténose congénitale liée à la palmure et puis la sténose sous-glottique liée à l'intubation prolongée. Donc, le diagnostic, il va se faire en nasofibroscopie. On recherche la dynamique pharyngolaryngée, la mobilité des cordes vocales, les autres anomalies associées. Est-ce qu'il y a une glossoptose, est-ce qu'il y a une laryngomalacie? On évalue aussi la déglutition. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ça y est, on vous entend. C'est bon? Donc, on fait l'endoscopie laryngotrachéale. Et donc là, ça nous permet de voir, donc, dans un premier temps, le cornac, la facilité d'exposition, voir si on a d'autres lésions associées, et puis voir un peu l'aspect de la sténose. Est-ce que c'est une sténose qui va être muqueuse? Est-ce qu'elle va être cicatricielle? Est-ce qu'elle va être fibreuse? Là, on a un petit granulome ici qu'on voit. Là, c'est plutôt fibreux. Et surtout, ça nous permet de classifier le grade de la sténose. Donc, si les sténoses ferment moins de 50% de la lumière glottique, c'est des sténoses qui sont grade 1. Si elles sont évaluées à entre 50 et 70%, c'est des sténoses grade 2. Et grade 3, si elles sont entre 70 et 99%, de la lumière glottique. Et puis, le grade 4, c'est quand il n'y a plus du tout de lumière détectable. Également, à l'endoscopie, on va regarder la hauteur de la sténose. Est-ce que c'est une sténose qui est très fine? Est-ce que c'est juste un diaphragme? Ou est-ce que c'est une sténose qui est très étendue sur plusieurs anneaux trachéaux? Parfois, quand on n'arrive pas à franchir le sténose avec l'endoscope, par exemple, si on a vraiment des sténoses qui sont très, très fines, comme les grades 3, on ne peut pas aller voir la hauteur de la sténose. Et donc, à ce moment-là, on peut éventuellement les voir sur le scanner, mais surtout si on fait des endoscopies virtuelles au scanner, ça nous permet vraiment de passer, de voir tout ce qu'on n'a pas réussi à voir à la caméra. Donc, dans la prise en charge de ces sténoses, la première prise en charge, déjà, c'est la prévention, parce qu'on sait que si on respecte bien les ABAC des sondes d'intubation, ça permet quand même de lutter contre les sténoses acquises post-intubation.
Et puis après, le traitement curatif, donc initialement, il est médical. Si c'est un petit grade 1, comme on a ici, qu'on peut attendre, on joue sur le traitement antibiocorticoïde et puis surtout sur la lutte contre le reflux gastro-œsophagien, parce qu'on sait que ça peut activer, ça peut inflammer la sténose et aggraver le problème. Et puis après, si ça ne fonctionne pas, on passe sur les mêmes prises en charge que pour les sténoses congénitales. Ici, c'est un grade 2, vous voyez, ici, c'est un grade 3, hein, très avancé. Et cette prise en charge, en fait, elle va dépendre donc de la sténose en elle-même, quel est son grade, où est-ce qu'elle se situe, quel est l'état du cricoïde associé, quelle est la mobilité des cordes vocales aussi. Et puis le retentissement, est-ce que déjà au repos, on a un enfant qui tire, qui est dyspnéique, ou est-ce que c'est simplement lors des efforts? On peut demander chez les grands enfants des EFR, chez les petits des enregistrements cardio-respiratoires. Et puis bien sûr, tout ça, ça va être fonction des morbidités à qui sont associées. Parce que voilà, pour la respiration, il faut aussi prendre en compte l'état pulmonaire, l'état neurologique et l'état cardiaque. Donc, dans la prise en charge, on peut ne rien faire. Pour les petites sténoses, les grades 1 qui sont bien tolérés et certains grades 2, on peut aussi proposer un traitement endoscopique. Donc, on peut proposer déjà d'ouvrir la sténose en faisant des incisions radiaires qu'on peut faire au micro-instrument froid, qu'on peut faire également au laser CO2 ou à la fibre. Donc, on fait des incisions comme ça en Volkswagen là, pour permettre d'ouvrir la sténose. On peut faire aussi, voilà, et ici, en fait, on complète, hein, on peut faire voilà, la dilatation qu'on fait ensuite. Alors, soit on fait simplement l'ouverture, soit on associe aux incisions la dilatation au ballonnet pour permettre d'augmenter le calibre sous-glottique. Et pareil, voilà, nous également, hein, je voulais que vous en parliez avec Renaud Guérel juste avant. Et effectivement, on applique aussi un peu de mitomycine. Alors, pas sur le premier traitement endoscopique, mais lorsqu'on est amené à faire plusieurs chirurgies itératives parce que la sténose se referme à ce moment-là, on applique juste après avoir fait la dilatation un peu de mitomycine en espérant diminuer la resténose post-opératoire. Et donc voilà, les ballonnets qu'on utilise, c'est plutôt des ballonnets d'angioplastie, mais il y en a qui sont spécifiques aux sténoses trachéales. Voilà, se pose la question du traitement endoscopique pour les grades 3. Ça dépend un peu comment ça se présente. Et puis surtout, à partir de ces grands grades de sténose, on propose plutôt des traitements par voie externe avec des laryngotrachéoplasties, avec interposition de cartilage qu'on prend au niveau de la côte de l'enfant. Et donc, on va venir ouvrir le thyroïde, le cricoïde et puis la trachée en fonction de là où se trouve la sténose. Et puis, on va venir interposer une petite navette qu'on va fixer à la trachée, au thyroïde et au cricoïde pour permettre de redonner un calibre antérieur et restaurer la ventilation. Et là, vous voyez sur cette petite image-là l'évolution sur toutes les endoscopies. Après, du coup, trachéoplastie antérieure. Je vous la remets, je ne sais pas si vous avez vu. Donc ça, c'était initial. On voit bien le cartilage qui fait blanc hein, devant. Et puis ensuite, voilà, ça cicatrise. Donc nous, ce qu'on surveille, c'est qu'il n'y ait pas de granulome parce que ça arrive quand même. Et puis ensuite, progressivement, on voit que ça s'épithélialise bien et que du coup, ça restaure quand même, ça redonne un calibre pratiquement normal. On peut également faire des résections cricotrachéales. Donc ça, c'est plus pour des sténoses qui sont très courtes en hauteur, qui permet de supprimer la zone sténosée et d'anastomoser les zones saines l'une à l'autre. On le fait si les cordes vocales sont saines. Et bien sûr, si on a toujours un cricoïde qui nous permet de s'amarrer dessus, de bien faire les points d'anastomose. Ça marche bien, mais c'est difficile à faire. Et puis, on sait que si on le fait, même chez le tout petit, après la croissance, ça ne va pas entraîner de difficultés pour la croissance cricotrachéale. Et souvent, c'est des chirurgies qu'on fait quand même avec une trachéotomie le temps de l'opération et le temps quand même de la résorption de l'œdème qui peut prendre quelques semaines.
Et puis, on peut faire également des slides trachéoplastie qui permettent de traiter des sténoses trachéales qui sont beaucoup plus longues et pour lesquelles on ne va pas pouvoir faire comme dans les anastomoses où on va simplement couper de bout en bout la sténose et puis réamarrer la trachée qui est saine. Et donc là, à ce moment-là, on va vraiment ouvrir à l'avant et en arrière et en arrière en haut, et puis ensuite on va réamarrer les deux morceaux de trachée saine pour redonner un calibre suffisant à la trachée. Donc ça, c'est quand même des chirurgies qui sont très lourdes, qui nécessitent une circulation extracorporelle pendant l'intervention. Donc c'est vraiment dans des cas très particuliers, dans des gros contextes malformatifs en général. Donc, la conclusion pour cette première partie sur les sténoses, c'est que grâce quand même au progrès technique de l'endoscopie, on peut maintenant faire pas mal de chirurgie mini-invasive et traiter pas mal de sténoses par voie endoscopique. Voilà, il faut essayer de ne pas trop multiplier non plus les endoscopies et parfois, ça ne suffit pas et il faut passer à des chirurgies à ciel ouvert. Et bien sûr, bien faire attention à ces enfants qui parfois sont dans des contextes de polyhandicap et donc prendre en charge toutes les comorbidités associées. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la laryngomalacie. Alors, je crois que vous n'entendez pas le son du bruit du stridor. J'espère que vous l'entendez là. Voilà, je pense que vous l'avez entendu, j'espère. Donc, en fait, la laryngomalacie, on va avoir un signe fonctionnel qui va vraiment nous alerter là-dessus et nous faire penser tout de suite à la laryngomalacie. C'est ce stridor qui est un bruit inspiratoire de tonalité aiguë qui peut être un peu polyphasique avec un enfant qui par ailleurs a un cri qui est normal, qui n'est pas dysphonique et a une toux normale. Ce stridor, il peut être permanent, il peut être aussi intermittent et notamment exacerbé lorsque l'enfant tète au sein ou au biberon, lorsqu'il pleure, lorsqu'il s'agite et parfois aussi en décubitus dorsal. Donc, ce stridor, finalement, c'est la rencontre de pas mal d'éléments, alors avec notamment donc, cette anatomie particulière du larynx dont on va parler, cette malformation de la susglotte, l'état neurologique de l'enfant qui peut être un peu immature, un peu hypotonique, le reflux gastro-œsophagien qui va venir aggraver un peu la symptomatologie et puis bien sûr le débit aérien et c'est pour ça qu'on peut avoir des stridors qui sont intermittents et qu'on entend simplement lorsque l'enfant s'agite et donc lorsqu'il devient polypnique et c'est à ce moment-là qu'on peut entendre ce stridor. Donc voilà, bien sûr, le diagnostic qui se fait en nasofibroscopie. Et donc, on va voir plusieurs choses. Une épiglotte tubulisée refermée sur elle-même, qu'on appelle en oméga. Des arythénoïdes ici qui vont avoir tendance à poser, à s'invaginer dans le plan glottique. Et puis, des replis arri-épiglottiques ici qui sont très courts. On a du mal à voir le plan glottique en arrière. Et donc, voilà. Et donc, cette deuxième image, c'est donc la laryngomalacie plutôt postérieure. Et donc, à chaque inspiration, on a ces cartilages arythénoïdes et ces cartilages corniculés qui vont rentrer dans le plan glottique et qui donc vont donner ce bruit de stridor, ce petit bruit aigu. Donc ça, c'est vraiment une laryngomalacie voilà, qui est complexe, hein, à la fois antérieure et postérieure. Donc, on a on décrit trois types de laryngomalacie. La laryngomalacie de type 1, qui est la plus fréquente, donc c'est celle que vous avez sur la deuxième vidéo, et donc c'est celle qui est postérieure avec l'invagination des arythénoïdes à l'inspiration. Le type 2, qui concerne 15% à peu près des laryngomalacies avec ces replis arrière-épiglottiques qui sont courts, qui donnent l'aspect d'un petit larynx fermé. Et puis le type 3, qui est plutôt la laryngomalacie postérieure, qui vient donc de l'épiglotte. Alors, soit l'épiglotte qui va, comme sur l'image, qui bascule au niveau du plan glottique au moment de l'inspiration, soit l'épiglotte qui est très tubulisée, refermée sur elle-même. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau des images nasofibroscopiques. Donc là, c'est à l'expiration, on voit à peine le plan glottique. Et par contre, à l'inspiration, on ne voit plus du tout sur ce type 1. Ça, c'est le type 2, donc avec les replis qui sont courts. Le type 3 avec le cartilage épiglottique qui est en U, vraiment très tubulisé. Et puis ça, donc c'est plutôt les formes combinées où on a un peu de tout. Le problème épiglottique, le problème des arythénoïdes et aussi le problème des replis.
Donc, les signes de gravité sur cette laryngomalacie, elles sont à rechercher, soit évidemment respiratoires, mais aussi alimentaires chez les nouveau-nés. Au niveau respiratoire, il faut absolument rechercher le tirage qui peut être susternal avec le petit creux qu'on a à la base du cou, le tirage intercostal, le tirage sous-xiphoïdien et parfois avec la croissance, on peut avoir apparition du pectus excavatum, hein, donc ce petit trou au niveau de ou du moins ce creux qui se forme au niveau de la xiphoïde avec la croissance de l'enfant qui a eu un tirage un peu chronique. On peut avoir aussi des malaises, des épisodes de cyanose. Et puis, voilà, lorsque on est dans un secteur hospitalier, on peut directement voir les désaturations et les hypercapnies. Et puis parfois, on peut aller vers des hypertensions artérielles pulmonaires qui vont compliquer des laryngomalacies sévères. Au niveau alimentaire, chez les tout petits, puisque c'est vraiment la pathologie du tout petit, c'est la tétée, c'est vraiment leur épreuve d'effort. Et donc, c'est là où on peut voir des difficultés chez les enfants qui ont des laryngomalacies sévères avec, parfois des fausses routes, mais c'est pas le plus fréquent. Ça peut surtout se traduire par des difficultés à la prise du sein ou du biberon, avec des enfants qui sont obligés de fractionner les prises alimentaires. Parfois, c'est des biberons qui vont durer 30, 40 minutes. Donc ça, c'est vraiment un signe de gravité. Et puis d'autant plus qu'à l'examen du carnet de santé, on se rend compte que l'enfant a un retard staturopondéral. Donc là, c'est vraiment un signe indirect des difficultés respiratoires de l'enfant. Il n'arrive pas à gérer à la fois la respiration et la déglutition. Bien sûr, les signes de gravité, on peut aussi directement les voir sur des enregistrements cardio-respiratoires. Mais si on en vient à faire un enregistrement cardio-respiratoire chez un petit qui a une laryngomalacie, c'est que déjà, on a eu ces signes respiratoires ou ces signes alimentaires qui nous ont alertés et qui nous ont poussé à demander l'examen. Donc voilà, au niveau de la respiration, donc bien sûr, on examine le stridor, mais surtout, on déshabille l'enfant pour bien voir si on n'a pas des signes de tirage, des signes de lift. Donc là, on a vraiment ici le creux qui se fait là, sous les côtes, et puis ici, au niveau susternal, hein, on voit bien ce petit creux-là. Donc ça, c'est des signes de lutte à rechercher. On peut avoir aussi... Voilà, donc là, on a le balancement thoraco-abdominal et puis le tirage intercostal qui se dessine. Et donc là, vraiment, un entonnoir xiphoïdien marqué. Hein. Parfois, on a des petits qui luttent tellement, on a l'impression que le sternum va toucher le plan vertébral. Ça peut être très impressionnant. Donc voilà. Et donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand on a un stridor chez l'enfant, c'est pas forcément la laryngomalacie, même si c'est le diagnostic le plus fréquent, parce que c'est plus de 50% des stridors qu'on peut entendre. Mais la nasofibroscopie est essentielle parce que, par exemple, le stridor peut être lié à une luette bifide, à aussi un angiome subglottique qu'on peut retrouver chez les enfants. Donc ici, vous voyez, on a cette masse rosée sous-glottique. Souvent, c'est associé à des angiomes cervico-faciaux, mais pas toujours. Hein, c'est simplement 50% des cas d'association. Et donc, à ce moment-là, il faut quand même bien regarder en nasofibroscopie pour pouvoir évoquer le diagnostic de l'angiome sous-glottique. Alors, je crois qu'on le revoit mieux en remontant. Voilà, déjà, on commence à le voir très rouge. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, l'angiome ici qui est à droite. Et qui va venir bomber en sous-glotte. Et donc, du coup, on peut complètement avoir un stridor sur cette pathologie-là. Donc, le traitement, donc, bien sûr, dans un premier temps, hein, le traitement de la laryngomalacie, c'est la surveillance et éventuellement le traitement du reflux. Mais dans les cas de laryngomalacie sévère, avec un gros retentissement respiratoire ou alimentaire, on peut proposer une chirurgie pour permettre d'ouvrir un peu ce larynx qui est mou. Donc, dans un premier temps, on fait toujours une endoscopie laryngotrachéale pour être sûr qu'il n'y ait pas une autre anomalie associée, parce qu'on imagine bien que dans les grosses laryngomalacies complexes, on ne visualise jamais en nasofibroscopie le plan glottique et encore moins la sous-glotte. Donc, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose qui crée la symptomatologie. Et donc, on fait l'endoscopie. Et puis ensuite, si on confirme qu'il s'agit de la laryngomalacie, on peut faire, en mettant en laryngoscopie suspension et en protégeant bien l'enfant du laser sous des compresses humides, une supraglottoplastie qu'on peut faire, comme vous voyez ici, au laser CO2. Donc, en fait, le principe, c'est d'ouvrir
les replis arépiglotiques, hein, vous voyez, celui-ci là qui est encore court, pas opéré. Et ensuite, on va venir réséquer les cartilages corniculés pour lutter contre l'hypertrophie muqueuse qu'on retrouve au niveau du plan susglottique. Donc voilà, ici, on sectionne les replis arépiglotiques. Donc, ça a pour effet d'immédiatement réouvrir l'épiglotte qui va se verticaliser. Et ensuite, on résèque l'excès muqueux pour éviter l'invagination dans les moments inspiratoires. Donc, vous voyez, on peut faire cette chirurgie en ventilation spontanée. Il faut une bonne coordination avec les anesthésistes quand les enfants sont pas confortables ou ne peuvent pas rester en ventilation spontanée. Ça peut se faire chez un enfant qui est intubé. Et donc après, il y a une surveillance quand même rapprochée avec des enfants qui restent scopés plusieurs jours en hospitalisation de soins continus pour vérifier après qu'il n'y ait pas de synéchie post-opératoire et qu'il n'y ait pas non plus de granulome, parce que ça peut arriver vraiment chez ces enfants, surtout qui ont pas mal de reflux. Donc ça peut faire des granulomes qui vont redonner une symptomatologie similaire. Cette chirurgie, elle peut se faire aussi au ciseau froid, au micro-instrument. Donc, c'est le même principe. Dans la pince, on va prendre le cartilage corniculé juste au-dessus de la rétinoïde. Donc, on voit que la différence avec le laser, c'est que ça va moins gonfler, ça fait moins d'œdème. Néanmoins, ça saigne plus. Donc, voilà, là, il faut plus prendre le temps des hémostases avec des coagulations bipolaires, un peu d'adrénaline qu'on peut appliquer. Donc là, pareil, on vient ouvrir, réséquer le repli arépiglotique gauche. Voilà, on ouvre bien. Et ensuite, de la même façon, vraiment la même chirurgie qu'au laser. Après, on enlève le cartilage. Et donc là, on voit ici le plan glottique derrière. Donc c'est un enfant qui est intubé ici. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation sur l'enfant. Ben merci, on a survolé toute la pathologie obstructive, hein, à la fois sur le plan paralysie, sténose, malformation congénitale. Bon, c'est effectivement une pathologie assez complexe, hein, assez spécifique. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses que vous voulez aborder en discussion? Moi, j'avais une question. Oui, une question. Elle avait dit qu'il ne fallait pas multiplier les endoscopies pour les sténoses subglotiques. Et je voulais savoir il ne fallait pas multiplier les. Tu as dit, Lilou, que tu n'avais pas multiplié les endoscopies pour les dilatations pour la pathologie d'angiome sous-glottique. De l'angiome? C'est-à-dire qu'on peut le faire combien de fois, comment ça se manage en fait? Pour l'angiome sous-glottique? Ouais. Alors, en fait, et pour les sténoses. Ah oui, parce que je disais pour les sténoses, on n'en fait pas trop. Pour les sténoses, ce qu'on fait, alors bon, déjà, la première endoscopie, elle va nous permettre de faire le grading. Et ensuite, si on est sur un petit grade 1, 2 ou éventuellement un 3, on veut tenter, on peut en faire quand même pas mal. Mais disons que dans notre réflexion, c'est vrai qu'on essaye quand même de ne pas en faire une dizaine parce qu'on se dit que ça ne marche pas et donc rapidement on passe sur des chirurgies à ciel ouvert quand ça ne marche pas. C'est difficile de dire parce qu'on n'a pas vraiment de protocole, ça dépend vraiment du grade de la sténose et de la réponse parce que parfois on peut avoir après des dilatations endoscopiques, des enfants qui sont vraiment bien pendant plusieurs mois. Et donc là, on se dit, si c'est juste une dilatation à refaire de temps en temps pour poursuivre un peu la croissance, c'est quand même beaucoup moins morbide que d'aller faire un ciel ouvert. Mais si, par exemple, on est obligé de faire des dilatations itératives toutes les semaines, rapidement, on va aller vers la laryngoplastie quand même. On n'a pas de chiffre défini parce que ça dépend vraiment des patients. Ouais. Et de la réponse thérapeutique, en fait. Hein. Et de la réponse aux premières dilatations. Ça marche bien et ça marche pas bien. OK. Est-ce que à distance, il y a des questions? Je vois que dans la discussion, il y a pas mal de choses. Une vidéo sur la dichotomie. J'ai plus de son. Non.
J'ai pas de. Alors, pour la cricotomie, normalement, il y en avait une que vous avez vue, hein, la cricotomie qu'on fait par voie endoscopique. C'était celle qu'on faisait avec la fibre laser, hein. C'est vraiment ça. En fait, on va venir par voie endoscopique faire des incisions, alors 2 ou 3 incisions, soit antérieures et postérieures, soit ce qu'on appelle en Volkswagen, hein, deux postérolatérales et puis une antérieure. Et puis après, on peut plus ou moins l'associer soit à une dilatation, soit on laisse calibrer sur une sonde d'intubation de calibre un peu gros pour essayer de donner une cicatrisation en ouverture, hein, que ça fasse de la fibrose et que ça redonne un peu d'ampliation sous-glottique. J'ai pas de vidéo pour ça, du coup, à part celle que je vous ai montrée. D'accord, ok. Bon, mais merci beaucoup. Merci. On a ce qu'on voulait. Merci beaucoup, Lilou. Merci. Allez, bonne continuation. Au revoir. Donc, on va faire une petite pause là pour se remettre un peu parce que, alors normalement, j'ai enregistré le cours. Ça, on pourrait passer au ralenti. Mais ouais, parce qu'il y a beaucoup de données, ça va à toute vitesse.